Bienvenue sur Dialogue avec, le podcast où nous donnons la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous recevons une invitée d'exception, Maître Dalia Chibangu, avocate, militante politique, présidente du mouvement Action Nouvelle et porte-parole du cadre de concertation des forces politiques et sociales. Pour nous accompagner, nous aurons avec nous Père Jean-Pierre Bojoko en direct du Vatican. Bonsoir, Padre. Bonsoir Patricia, J'essaie de bonsoir. m'efforcer de faire la journaliste, Bonsoir, la bonsoir, journaliste bonsoir, d'information. Bonsoir. bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Heureux de te retrouver encore avec le même sourire, avec le même plaisir. Merci, bonsoir, bonsoir. Alors, nous allons accueillir notre invité, Maître Dalia Chilanda. Bonsoir. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame Patricia. Bonsoir, Padre. Bonsoir. Bonsoir. Contente que vous soyez là. La dernière fois, on s'est raté. Je vois qu'aujourd'hui, tout est ça marche très bien. On va croiser les doigts. C'était un parcours de combattant pour qu'aujourd'hui, il n'y ait pas un seul événement qui va essayer d'entraver notre échange de ce soir. En tout cas, merci pour votre présence et d'avoir pris la peine Merci à vous de m'avoir invité. Merci, merci. Alors voilà, on va donc commencer. Alors, Maître Dalia, est-ce que je peux vous appeler Maître Dalia, si ça vous dérange pas? Bien sûr. Bah, ça ne me dérange pas du tout. On peut m'appeler Dalia, on peut m'appeler Maître. C'est vraiment ça. Bon, on va dire que ça fait maintenant partie de moi. Donc, je ne sais plus les dissocier. D'accord. Alors, on va aller. Bon, moi, j'ai choisi Maître m'appelle Dalia. Maître, donc. Alors, j'ai choisi Maître Dalia. Alors, Maître Dalia, on a l'habitude, je dialogue avec, de demander à nos invités de se présenter en 3 étapes. La première étape, c'est vraiment d'où vous venez, où vous êtes né, où vous avez étudié. Deuxième Bien. étape. Et ensuite, troisième étape, le parcours professionnel et tout ça. Mais bon, entre la première et la troisième étape, on aura certainement des questions. Donc, prenez votre temps. C'est comme vous voulez. Ok. Alors, vous avez dit la première, c'est une présentation simple parce que j'ai eu un petit bug où vous avez disparu de mon écran, mais sinon, ça va. D'accord. Alors, la première étape, c'est juste de vous présenter qui vous êtes, d'où vous venez, où vous né. Ah, d'accord. Déjà, je suis Dalia Chilanda Chibangu. Je suis née à Kinshasa un certain 28 février. Je suis née d'une fratrie de pratiquement 11 enfants, dont je suis l'aînée des filles. Donc, j'ai au moins 7 jeunes dames derrière moi. Voilà, j'ai des parents. Donc, pour la petite histoire, disons que je suis cette jeune femme qui a grandi à Kinshasa, qui a été éduquée sous les valeurs chrétiennes, qui a eu la chance d'être encadrée par les religieuses, les sœurs de l'Assomption au lycée Mpico. J'ai ensuite quitté pour aller à l'université protestante où j'ai choisi. Elle a disparu. C'est bon, allô? Ah, elle est là, ok. Oui, le droit. Et tout de suite après, parce que je savais effectivement ce que je voulais faire, j'ai toujours été quelqu'un d'assez militant depuis ma toute jeunesse en tout cas. Donc je me voyais bien avocate ou peut-être pourquoi pas journaliste, mais finalement c'est les droits qui l'ont emporté et je me suis orientée vers cette filière-là. Super, super. Et donc vous avez étudié où exactement? Enfin, oui, vous avez dit au lycée et ensuite? Voilà, je suis allée au lycée Mpico de Lemba. Chez les sœurs de l'Assomption et puis un petit parcours aussi auprès des pères dominicains où j'ai été aussi et ensuite je suis finalement allée à l'université protestante au Congo, l'UPC, où j'ai choisi d'embrasser la filière de droit. Très bien, très bien. Père Jean-Pierre, vous avez une question? Bon, pas une question, c'était une curiosité un peu pour la date de naissance. C'est souvent presque les derniers jours du mois de février.
Alors, il y a souvent ces gens, puisque quand, j'ai oublié comment on appelle ça, il y a des années où il faut attendre, je ne sais pas, 3 ou 4 ans avant que la date ne revienne, hein, puisqu'il y a le mois de... Bon, non, malheureusement, moi, je ne fais pas partie de ceux-là. Moi, je suis vraiment née dans une année où il n'y avait pas 29. Donc, Voilà. comme on dit chez nous, euh, en 96, 96, voilà. Donc, c'est ça. Donc, il n'y avait pas 29. Donc, c'est soit j'étais née le 28, soit le premier. Voilà. Ok. Donc, Ah, c'est c'était ça d'abord ma petite curiosité. Et puis, une deuxième curiosité, quand j'ai jeté un coup d'œil, oui, non, bon, ça viendra, je ne peux pas anticiper une question. Voilà, voilà, Patricia, je te redonne la parole. d'accord. Donc, vous êtes diplômée en droit de l'université protestante au Congo, vous avez dit. Qu'est-ce qui vous a Oui, conduit? j'ai obtenu une licence. Ok, ok. Donc, je voulais juste savoir, qu'est-ce qui vous a conduite vers le droit? Euh, ouais, qu'est-ce qui vous a conduite vers le droit? Il y a eu un élément dans votre enfance qui vous a poussé à faire du droit? Bon, peut-être, Euh, je voulais aussi compléter la question de Patricia. Mhm. Vous avez fait les humanités, si, quand j'ai jeté un coup d'œil dans votre CV, vous avez Mhm. fait la pédagogie générale. Et puis, à l'université, vous choisissez plutôt de faire les droits. Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que la pédagogie ne vous intéressait plus puisque vous pouviez aussi faire soit la psychologie, soit la pédagogie à l'université? Voilà, c'est pour compléter la alors, question de Patricia. oui, alors je vais vite expliquer ça. Déjà, lorsque j'étais au lycée en deuxième année secondaire, mon père voulait absolument que je fasse la médecine. D'où il m'avait vite orienté comme ça vers les études scientifiques. Mais c'est en arrivant en troisième de humanité scientifique que je me suis vite rendu compte que ce n'était pas du tout, alors du tout pas, fait pour moi. D'où vraiment c'était catastrophique. Donc la chimie, les maths ça allait, mais la chimie, un peu de physique, ce n'était pas vraiment les choses qui allaient très bien avec moi. Et très vite, les sœurs ont conseillé à mes parents à cette période-là de dire, bon, au lieu de reprendre l'année, qu'elles reprennent l'année, cette année, la troisième, c'est plus facile pour elles d'aller du côté de la pédagogie vers la quatrième année. Et là, elle peut facilement s'en sortir au regard des points qu'elle a déjà. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu finalement cette mutation où j'ai quitté les études scientifiques pour la pédagogie. Mais très vite, moi, je savais ce que je voulais. J'avais son âme était avocat, donc moi, j'avais vraiment, je savais ce que je voulais. Je me disais, et mes enseignants, même à l'époque, disaient, celle-ci, si elle ne va pas faire le droit, on la voit bien journaliste et tout. Donc, quand je suis allée en pédagogie, donc je savais effectivement que si je vais à l'université, j'aurai soit le journaliste face à moi, soit les études de droit. Voilà. Et pour répondre à la question de Madame Patricia, qu'est-ce qui m'a finalement motivée en arrivant, une fois après avoir eu le diplôme, je suis allée m'inscrire aussi à l'IFASI. J'ai pris mes dossiers. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu un peu en parlant avec certains, j'ai senti que je n'étais pas très à l'aise avec ça. J'ai toujours été quelqu'un qui plaide les causes, qui parle des causes. Ma mère a 8 filles, donc je connais un peu ce que Kassayen ou les patriarcat est très fort et très présent. Donc, aussitôt, je me t'ai dit, je préfère porter la cause des femmes, je préfère, parce que j'ai souvent vu ma mère marginalisée à chaque naissance où c'était encore une fille. Et de ça, là, et puis certainement, j'ai eu aussi l'influence positive de mon oncle qui nous a malheureusement quittés, qui lui était avocat, et j'ai vite, sans tâtonner, j'ai pris mes dossiers, je suis allée à l'UPC, j'ai passé mon test d'admission et voilà. Un sentiment un peu de justice face à l'injustice
que l'on subissait un tout petit peu, Ouais, que subissait ma mère du fait que de n'avoir que des filles. Voilà. ouais, ouais, Il fallait d'accord. bien qu'on se défende, hein. C'est une très bonne motivation. Bah, alors maître Dalia, vous pouvez continuer, hein, ensuite vous avez fait quoi, après les études? Alors, très vite, quand je suis arrivée toujours dans le même schéma vraiment de justice et de ça, j'ai choisi l'option droit privé judiciaire pour Mmh. vraiment exercer la profession dans son ensemble, mais comprendre la procédure, comprendre un peu les rouages de la profession du juriste, mais vraiment du juriste qui est très attaché au judiciaire, qui est vraiment procédurier. Et c'est cette option que j'ai choisie. Et très vite, lorsque j'ai fini les études, j'ai eu la proposition de faire un stage. Et malheureusement, heureusement pour moi, ça m'a emmené découvrir un autre pays qui est le Congo-Brazzaville, précisément la ville de Pointe-Noire. J'ai un oncle qui m'a dit, écoute, tu viens de finir, au lieu de ne rien faire, moi je te propose un stage comme assistante juridique dans une société maritime. Alors, c'est vraiment là où j'ai commencé mon stage, comprendre un peu quel est le rôle du juridique au sein d'une société, puisque j'assistais celui qui était le conseiller juridique de la boîte, comprendre un peu comment ça se passe, comment est-ce que le conseiller juridique se doit vraiment éviter un tas de tracas à la société. Et ça m'a pratiquement pris une année, puisque finalement, après ce stage, j'ai pu me faire embaucher. C'était un CDD, mais très vite aussi, il y a eu le Covid qui s'est annoncé et je me devais absolument de rentrer du côté de Kinshasa. Je suis finalement rentrée. Et lorsque je suis rentrée avec mes petites économies, je me suis dit, voilà, je veux aller passer mon concours au barreau, chose que ma mère ne voulait pas. Elle voulait que j'attende le concours de la magistrature. Et là, déjà, je voulais faire la politique et l'avocature m'allait très bien parce que c'est un métier libéral où je pouvais être à la fois avocate et je peux aussi exercer ma passion de la politique sans qu'il y ait de contraintes ou être frappée d'incompatibilité. C'est bon, on m'entend? Parce que le Oui, silence, j'ai un oui. peu l'impression Non, que la non, mais connexion on peut vous jouer laisse des parler, tours. hein, on vous laisse parler, c'est vous, Je suis l'invité. sensible à cette connexion, Oui, donc oui, non, de on temps en comprend, temps, on des comprend. petits OK, Oui, ça va me permettre de dire, voilà, on m'entend. oui, de temps en temps, il y a petite disparition qui ne traîne pas heureusement, hein, ouais. Oui, 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 Ouais. oui. Oui, Alors, j'ai des petits oups là, oui. ouais, ouais. Alors vous êtes donc vous êtes allé à Pointe-Noire, une expérience on va dire internationale, bon, continentale, on va dire. Et puis ensuite, je pense que vous avez parlé du barreau de Kwilu, c'est ça? Oui, je suis Oui. vite revenue sur Kinshasa. J'ai intégré un cabinet d'avocats. Mais malheureusement, au niveau de Kinshasa, les concours pour se présenter, pour passer le concours pour devenir avocat, ne revient qu'après 2 ans. Donc, moi étant à Pointe-Noire, j'avais raté le dernier concours, donc il me fallait attendre 2 ans au niveau de barreau de Kinshasa-Matete. Mhm. Alors, j'étais déjà au sein d'un cabinet, j'allais dans les procédures, mais je n'avais pas la qualité. Donc, je n'étais pas très à l'aise de. Voilà, parfois, il m'arrivait d'avoir des dossiers, mais il fallait soit solliciter un collègue qui, lui, a la qualité, et ce n'est pas très confortable. Alors, lorsque j'ai pris connaissance que le barreau, du coup, lui, à ce temps, c'était son premier concours, alors je me suis dit, écoutez, il me faut devenir avocate, c'est ce que je veux, et j'ai pris le premier bus et je suis allée passer mon concours à Kikwit. Et c'était la première fois que j'arrive à Kikwit. Même mes parents n'ont jamais mis les pieds. Mais je suis allée toute seule comme une grande. J'ai passé mon concours et je suis revenue. J'ai attendu le résultat, c'était bon. Et ensuite, je suis allée un certain 29 décembre. On est en 2021. Je suis allée, j'ai prêté serment comme avocate stagiaire à la liste de stages. Et les 2 années de stage se sont écoulées. Je suis allée, j'ai renouvelé. Donc actuellement, je suis avocate régulièrement inscrite au tableau de l'ordre. Voilà.
D'accord, merci. Donc, du barreau du Kwilu au cabinet de Kinshasa, en passant par Pointe-Noire, comment ces expériences ont-elles forgé votre vision du droit euh, comme outil de transformation sociale, Maître Dalia? Alors, ces expériences m'ont été bénéfiques parce que, au-delà de tout, ce qu'il faudrait retenir ici, c'est que j'ai toujours aimé cette profession. Déjà, il faudrait commencer par l'aimer. C'est vraiment ce que nous disions aux jeunes qui arrivent. Ils doivent comprendre qu'il faudrait d'abord l'aimer. Une fois qu'on arrive à aimer, à se dire, on s'arme d'ambition, on se dit, c'est ce que je veux faire comme travail, ça nous permet très rapidement de devoir définir notre ligne, nos objectifs assez clairement. Donc, j'ai commencé par avoir un amour, quoique il me fallait attendre 2 ans, prendre le bus qui venait et me joindre et rejoindre Kikwit. Donc, ça montre ici que au-delà de tout, il faut d'abord aimer, avoir cette passion d'accomplir quelque chose et se doter aussi de cette détermination. Et aussi, sur l'impact que ça peut avoir ici, c'est que il s'agit ici de l'implication, de comprendre aujourd'hui que le droit, au-delà de porter cette robe, cette toge et de se tenir devant un prétoire, c'est d'abord tout un engagement, une dévotion. On est dévoué, on recherche ici la justice. Quoique, on a beaucoup à redire sur notre système judiciaire, le système judiciaire aujourd'hui au Congo, il y a beaucoup à dire, mais il y a d'abord un engagement sincère de porter la douleur des autres, la cause des autres, les intérêts des autres, parce que quand on est devant un prétoire, on s'oublie, on devient un peu le porte-parole donc on porte un peu la souffrance, on porte la peine de ce client, et même aussi l'on vient défendre lorsque les intérêts d'un client est menacé. Donc il y a d'abord ici cet engagement, et cet engagement solennel face à la recherche de la justice, mais aussi à la protection des droits et des intérêts des personnes que nous accompagnons, qui nous nommons clients. D'accord, merci, c'est très intéressant, très édifiant. Et puis vient votre engagement politique, n'est-ce pas? Oui, disons que pendant ces années, c'était toujours, je l'avais toujours. Disons que quand j'étais encore, la première fois où j'ai vraiment participé à une réunion politique, je me souviens très bien, j'étais encore en troisième année, gradua, et j'y allais, vous savez, vous avez cet intérêt, mais sans engagement comme ça, et surtout avec la pression des parents. Moi, quand j'ai commencé vraiment à me donner à tout ce qui est politique, tout ce qui est engagement, j'ai parfois assisté à des marches organisées avec la Filimbi. À l'époque, mes parents ne voyaient pas ça de très bon œil. Disons que mes parents étaient assez stricts, ils ne voyaient pas ça de très bon œil. Ils se disaient toujours certainement que je suis quelqu'un qui aime un peu sa liberté, et ils craignaient, voilà, vous connaissez un peu nos parents, ils craignaient un peu, oui, mais ça s'est beaucoup plus défini quand je suis arrivée j'ai pu finir et que je suis revenue après mon voyage de Pointe-Noire, où j'ai finalement décidé de m'engager vraiment au sein des partis politiques. J'étais un peu beaucoup plus, j'avais un penchant aussi pour la société civile, mais comme j'étais assez dubitative, il me fallait faire un choix. Parce que je ne peux pas rester à la fois société civile et politique, alors il me fallait faire un choix. Et je vais dire solennellement, c'est vraiment depuis 2023, en rejoignant un parti politique, que j'ai fait le choix ici de porter la casquette de politique et, euh, et de faire ce bout de chemin dans lequel je me trouve aujourd'hui. Ah, c'est un très bon choix. Très bon choix. On a besoin de femmes politiques. Père Jean-Pierre, à vous. Oui, alors d'abord félicitations. Avant de poser peut-être ma question, Merci, Patrick. oui, oui, je dirais des petites choses, hein. La première, que probablement un autre membre de l'équipe va bientôt se joindre à nous, hein, Yves Kacha. Je crois qu'il pourra être là pour compléter un peu notre équipe. La deuxième chose, avant de poser aussi ma question, c'est que je vous ai entendu dire, avec mes petits moyens, euh, j'ai décidé d'aller me présenter pour le concours
pour devenir, je crois, avocat. C'est une curiosité. Ça signifie pour se présenter là-bas, on paie de l'argent ou bien quoi? Puisque là, je n'ai pas bien saisi que pour se présenter au concours, il faut des moyens, il faut payer. Pour se présenter au concours, l'on ne paye pas grand-chose. Je crois qu'il faudra acheter un bordereau, Ah, ok. voilà. Mais une fois que l'on a pu passer avec succès son test d'évaluation et qu'il faudrait passer à l'étape de la prestation de serment, là, oui, il y a des frais Ouais. à payer. Il y a des frais à payer, voilà. Ok, ok. Alors, vous avez déjà fait allusion à ça à partir de la question de Patricia, évidemment. En 2023, vous avez dit que vous avez commencé votre engagement politique, si j'ai bien saisi, mais en 2024, alors, vous créez votre propre mouvement politique ou parti politique. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir ce cap de dire, voilà, moi-même aussi, je crée mon parti et comme l'expression que moi, personnellement, je n'apprécie pas, je deviens autorité morale. Voilà. Qu'est-ce qui vous a décidé de franchir ce cap-là? Alors, vous n'êtes pas seul à ne pas apprécier cette expression autorité morale. Déjà, moi-même, je préfère toujours me présenter comme coordonnatrice. Bon, après, il y a les langages habituels qu'on a chez nous à Kinshasa où tout le monde aime dire président, mais moi, je suis très à l'aise avec coordonnatrice. Alors, il est vrai que c'est au-delà de tout ce que je peux citer comme aspect engagement politique, mais il y a une réalité dont on ne parle pas beaucoup. C'est que aujourd'hui, il est courant d'entendre que l'on invite les femmes à rejoindre les partis politiques, mais la réalité est que au sein de ces partis politiques, les femmes, et surtout celles qui n'ont pas froid aux yeux, un peu comme moi, ont après, ont vraiment du mal à soit se faire entendre, soit à obtenir aussi la place qu'elles méritent véritablement, pas seulement la place que moi je dis, les places avec un positionnement, mais après plus rien. Donc, déjà avant d'arriver au sein du parti où j'ai évolué comme secrétaire général adjoint, j'ai eu pas mal des petites expériences comme ça avec les partis et ce n'était pas très intéressant. Mais j'ai eu la grâce d'avoir ce parti qui a décidé de faire de moi secrétaire général adjointe au sein duquel j'ai pu montrer ce que je pouvais apporter. Mais l'envie d'avoir aussi, comme vous l'aviez dit, avec cette histoire d'autorité morale, fait qu'aujourd'hui, au sein de parti, on se retrouve dans une maison où il faudrait absolument respecter ce que dit l'autorité morale, quoique il n'a pas toujours raison. Et ceux qui osent ou se permettent de penser différemment subissent la rigueur. Il y a eu ces schémas-là. Donc, disons que au-delà des ambitions politiques, de tout ce que je voulais avoir un espace de travail où je peux m'affirmer personnellement, au-delà des différentes alliances que je peux avoir, mais au moins je sais que si j'ai une pensée, une orientation à donner, à défaut de soit écrire un tweet et dont après il y a l'autorité morale qui n'est pas contente, qui t'appelle, il faut supprimer, mais au moins je me disais, je veux garder mon indépendance d'esprit, ma liberté de penser, parce que c'est un peu, c'est quelque chose qui m'est cher. Donc, je veux penser par moi-même, pouvoir réfléchir par rapport à mon pays sans avoir à subir les intentions des uns ou des autres ou les corrections des autres. Quoique, effectivement, je suis un humain, je peux toujours faillir d'un point ou un autre. J'accepte facilement les corrections. Mais ici, sans que l'on veuille me dicter une pensée ou m'imposer quelque chose. Donc, c'est d'abord ça. Et c'est ce que j'ai vécu au sein de partis politiques. La deuxième...
beaucoup de femmes en politique, nous n'avons pas beaucoup de femmes qui s'imposent comme leader des partis politiques ou avec vraiment des ambitions sans que l'on sente un peu ce que l'on nous reproche de, soit on nous dit voilà, elle a été pistonnée ou quoi, mais je voulais vraiment faire la différence. Je me dis, écoutez, je me sens capable, je peux arriver, je peux imposer ce que je pense, je peux effectivement emmener et montrer aussi effectivement que les femmes, elles sont capables. Et pour la troisième chose, j'ai été candidate aux élections et je me rappelle au moment des primaires au sein du regroupement à laquelle j'appartenais à l'époque, où les grands, comme on aime le dire, hein, les grands, ceux qui sont connus, eux, sur cette table, quand j'arrive, on me présente, on dit voilà, Madame telle, elle est candidate pour telle. Il y a quelqu'un de bien connu qui a dit, mais oui, je vois ce qu'elle fait. Il avait mes images vidéo des descentes sur terrain. Il dit, oui, je vois ce qu'elle fait, mais voilà, donc c'était une manière de dire ils étaient diputatifs à accompagner la candidature de la femme que j'étais au détriment d'un autre homme qu'il considérait plus connu par rapport à son parti, par rapport à son poids. Bon, après, c'est vraiment, il faudrait prendre ça avec des pincettes quand on parle de poids. Donc, c'était un peu ça. Et de toute cette réalité, c'est vrai que j'ai des ambitions, j'ai un amour pour le Congo, j'ai un amour pour la ville de Kinshasa, la ville qui m'a vu naître. Mais il y a eu aussi ces paramètres-là qui finalement m'ont dit, écoutez, pourquoi ne pas oser ici à créer un mouvement. J'ai autour de moi des personnes qui pensent de la même manière et des personnes aussi qui m'accompagnent, qui me soutiennent. J'ai dit, mais pourquoi ne pas créer un mouvement finalement emboîter le mot que l'aîné avait dit, le poids. J'ai dit, mais pourquoi ne pas me créer mon propre poids et afin maintenant d'obliger les autres à se joindre à moi et ensemble, ça ne sera plus, on n'aura plus à m'imposer, mais avant de poser un acte ou quelque chose, ça sera un dialogue, ça sera une discussion afin d'avoir un consensus et sur là, je peux me sentir beaucoup plus à l'aise. Donc, c'est parti un peu de là. Merci, merci. Alors, dans un paysage politique, hein, surtout en République démocratique du Congo, qui est très fragmenté, vous êtes aujourd'hui aussi porte-parole d'une plateforme d'opposition. Comment parvenez-vous à faire entendre, disons, ne va pas. Oui, comment parvenez-vous à faire entendre une voix réellement collective qui ne soit pas de vous-même, mais de votre plateforme? Alors, c'est vrai que j'ai récemment été nommée comme porte-parole du cadre de concertation de Forces vives politiques et sociales. Pardon, maître, quel verbe vous avez utilisé? Pardon? Quel verbe vous avez nommé. utilisé? Ah, nommé. Ah oui, ah non, j'ai pu entendre notre mot, bon, pas mieux. Ok. Oui. Oui, c'était le 14 février. Oui, pour répondre à votre question, comment est-ce que l'on fait pour porter ici la voix la voix des autres, la voix collective? Alors, on va dire que les réalités que nous vivons aujourd'hui, que connaît le pays, les situations assez critiques que connaît le pays, font que à un moment donné, en tant que Congolais, l'on se doit de réagir, l'on se doit aussi de parler au nom de ceux qui peut-être ne savent pas utiliser les différentes plateformes qui vivent au quotidien des situations assez difficiles. Il faille bien que l'on puisse les représenter, porter aussi cette voix. Et un autre point aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait que l'on s'engage, il faudrait que l'on porte la voix. J'ai d'abord dit ici qu'il y a la situation sécuritaire, économique, politique du pays qui nous oblige en tant que Congolais, on a cette responsabilité-là, pas que moi, hein, mais même les autres qui nous suivent, de se dire que nous devons impérativement porter la voix même de ceux qui se retrouvent. Moi, j'ai eu la chance, j'ai quand même la chance de faire plusieurs provinces. Et quand on arrive, il y a encore des provinces ici en RDC qui n'ont ni électricité, ni courant, où vous trouvez des enfants qui marchent pieds nus ici en RDC. D'où ces personnes-là,
vivent cette souffrance encore en plein 21e siècle où l'État est carrément absent et défaillant dans ses prérogatives, il faudrait bien qu'il y ait des personnes qui s'oublient. Moi, déjà, en face de vous, je vous parle, je suis là, mais je n'ai pas de courant. Je me suis débattue avec mon groupe électrogène. Il a bien failli me faire manquer l'émission de ce soir, mais je dis, il n'aura pas raison de moi. La SNEL n'aura pas raison de moi. Donc, me voici, je me débrouille avec la lumière. Donc, vous voyez que puisque j'en parle et les personnes qui nous suivent aujourd'hui se diront ah mais ok, Maître se retrouve dans une situation où elle n'a pas d'électricité et ça c'est le quotidien de beaucoup des Congolais. Donc aujourd'hui croiser le doigt parce que ce soir on a un peu de courant, on a un peu ceci, ça serait quand même assez irresponsable parce que comme je l'ai dit, je suis née dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville, il y a des choses que ce pays n'a pas su m'offrir et que j'aimerais que demain ce pays soit capable d'offrir cela à mes enfants après moi. Donc, il y a cette volonté, cette détermination et cet engagement de parler au nom des autres, pour les comptes des autres et essayer un peu de s'oublier soi-même. Voilà, merci, merci beaucoup, Maître. Merci, Patricia. Merci, c'est très inspirant, Maître Dalia, vraiment. Alors, Maître Dalia, la politique congolaise reste dominée, en tout cas vraiment par les hommes, ça c'est un fait, on peut pas. Il y a très peu de femmes qui ont votre courage, et d'ailleurs je vous encourage. D'abord vous êtes jeune, vous avez certainement un bel avenir politique dans le pays, et de prendre ce courage-là, de faire le pas, c'est vraiment quelque chose à encourager, mais surtout soutenir. Donc je vous soutiens et vous encourage, mais nous restons dans un milieu où les hommes dominent vraiment la politique pour plusieurs raisons. Il y a des questions économiques, il y a les questions culturelles, il y a pour plusieurs raisons. Est-ce que vous pensez, moi j'ai confiance en vous, mais vous pensez vraiment que vous pouvez percer dans cet environnement? Percer dans cet environnement qui véritablement ne favorise pas beaucoup les femmes. Vous l'aviez dit, il y a des raisons économiques. On veut inviter les femmes à rejoindre la politique, mais on sait aussi très bien que les femmes n'ont pas accès aux mêmes ressources que les hommes et même au regard des hommes et des femmes. Il y a pas encore très longtemps où les femmes ont eu le droit au vote. Donc, il y a tous ces schémas-là, effectivement. Alors, est-ce que je pense que je peux arriver à me faire ma place? Je vais très vite vous dire que je le crois tout simplement parce que jusqu'ici, depuis que je me suis vraiment lancée de manière très active, tout ce que j'ai pu obtenir comme poste, comme fonction ou même en termes d'image au travers des réseaux sociaux, j'ai su le faire, je l'ai fait seule et j'ai mérité ma place. Je n'ai pas eu de faveur, je n'ai pas eu de faveur, je n'ai peut-être pas la chance de porter un grand nom ou que toutes les portes s'ouvrent facilement. Donc, les portes qui s'y sont ouvertes à moi, elles sont ouvertes parce que ça m'a vu de loin, ça m'a vu agir, ça m'a vu être à 100%. J'étais là lors de la campagne. C'est vrai, à cette époque-là, on a tous entendu dire qu'il n'y a pas eu de financement pour les candidats. Je me suis battue pour donner les meilleurs de moi-même, tant sur le plan financier, tant sur le plan de terrain, lors de la campagne. Donc, de toutes ces expériences, il est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a encore beaucoup de stéréotypes qui pèsent sur les femmes qui s'engagent en politique et tout. Comme je l'ai souvent dit, l'on prétend vouloir donner la parole aux femmes, mais une fois que la femme a le courage d'arracher ce micro-là, très très vite, on lui rappelle qu'elle doit parler, elle doit baisser d'un ton parce que l'Assemblée ne supporte pas qu'une femme soit en confiance et se sentent capables de faire exactement les mêmes choses parce qu'effectivement, nous en sommes capables, quoique la société veuille nous faire croire le contraire. Donc moi, pour ma part, je dirais que je me sens capable
Donc, ceux qui me regardent, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, jusqu'ici, même mes parents, je peux même vous dire que mes propres parents, finalement, sont parfois surpris de voir la ténacité que j'arrive à dégager avec tout ce que je fais. Ils sont là, ils se disent, bon, nous, on pensait que c'était juste un coup de jeunesse, peut-être elle essayait de se rebeller, mais finalement, ils ont compris que c'est quelque chose que je prends très au sérieux et que jusqu'ici, j'ai toujours travaillé seule. Ça, j'ai toujours travaillé seule. C'est maintenant que j'ai pu réussir à peine que j'ai pu réussir à avoir une équipe où maintenant j'essaye de reléguer un peu les choses parce que après ça devient assez difficile de tout gérer soi-même. On a le travail, on a la famille, on a tout ce que l'on peut. Mais après, j'ai l'avantage d'être une femme et depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours été multicasquettes. Ça, c'est ce que l'on a tendance à oublier malheureusement. Bon, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure vous avez donné un exemple, en tout cas général, mais j'aimerais savoir vraiment pour vous, avez-vous déjà vécu des moments où votre légitimité a été remise en question, pas à cause de vos idées ou bien vos capacités, mais juste parce que vous êtes une femme? Euh, Madame Patricia, ça fait partie de quotidien. Je vais vous donner une petite anecdote. Lorsque j'ai prêté serment, j'ai vite rejoint un cabinet où je travaillais et tout. Et un jour, il y a un aîné dans la profession qui, moi, je pensais qu'il m'invitait pour une procédure, à aller l'accompagner pour une procédure. C'est que lorsque j'arrive pour me préparer à aller à ce rendez-vous, pour aller rencontrer un haut magistrat, et à peine là, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends qu'il dit, ah non, ce magistrat-là, donc Maître Dalia, c'est toi qui vas prendre la parole, hein, comme tu es assez jolie là, tu vas prendre la parole, ça va aider à le calmer. Et sincèrement, j'en parle, je rigole aujourd'hui, Aïe, mais aïe, ce aïe. jour-là, j'avais vraiment une douche, c'était une douche froide, parce que je me suis dit, ok, l'on ne m'invite pas parce que Maître Dalia s'y connaît en matière foncière, tout ça. Maître Dalia, voilà, on ne m'invite pas pour ça. Donc, l'on m'invite simplement pour aller dans cette procédure parce que on me s'est dit non, elle a un joli visage, ça va aider à calmer le magistrat. Et très sincèrement, j'étais vexée. Désolée. Ouais, ah oui. J'étais vexée. Ça fait partie du quotidien. J'ai été en stage. J'ai été en stage. Donc, j'ai tellement d'anecdotes finalement sur ce rappel de ta condition de femme où on veut vraiment te mettre dans cette case pour dire, et même en politique, c'est encore pire. Il faut aller sur mon compte TikTok, voir les commentaires. Quand je parle de la politique, il y a un commentaire, il y a quelqu'un un jour qui a écrit, mais madame, vous n'êtes pas, vous parlez ici à la télé, mais vous êtes sûre que votre cuisine, les choses ne se brûlent pas là-bas. Donc, vraiment, parfois, il y a celui qui gère ma page TikTok. Il y a même 2 jours, il me dit, maître, faut pas lire les commentaires. Voilà, donc, après, Mmh. je fais, ça me permet ça me donne, ça fait monter en moi une colère, mais ça me permet de comprendre que le chemin, il est encore énorme parce que nous sommes vraiment dans une société où on est femme, tu parles de la cause, tu portes la cause des autres, tu parles des problèmes du pays, mais il y a quelqu'un qui viendra en commentaire pour te rappeler que voilà, tu es une femme, que tu n'as pas ta place sur un plateau de télé pour parler politique, ou bien carrément tu ne te connais rien. Il y a même des gens sans te connaître qui disent, mais est-ce que toi, tu as même déjà gagné un procès? Et ça tous les jours. Donc, vraiment, personnellement, j'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter là-dessus et les uns et les autres vont peut-être vous choquer, mais ça fait partie de ça. Et dans ma propre famille, je vous ai dit, je viens d'une famille où ma mère a fait Wi-Fi. Donc, dès les jeunes, le bas âge, j'ai entendu beaucoup de choses. Et quand même, je grandissais. Ma mère, dans l'éducation que l'on a reçue de notre maman ne nous disait pas, alors évitez les garçons pour telle ou telle raison. Ma mère me disait toujours, si tu fais une bêtise, on se moque de moi du fait d'avoir fait Wi-Fi.
Donc, si tu fais une bêtise, tu ne feras que rajouter la honte sur moi. Donc, c'est vraiment La menace. Madame Patricia, il en a. Ouais, très bien, merci. C'est important. Je pense que c'est très important de parler de ces choses-là et de vivre. En tant que femme, on n'a pas vraiment le choix. Il faut vivre ces expériences-là. On n'a pas les choix. C'est vraiment devenu un passage obligé où Obligé. Ouais. vraiment c'est ça. Donc, on fait avec, mais moi j'ai toujours dit, moi je vais avec un mental où c'est vrai que ça va se dire, mais Ouais. je pense que le résultat de ce que je peux apporter comme travail euh, ramène toujours à se dire, ah oui, cette femme-là, elle s'y connaît. Parce que j'ai toujours retenu une chose que la sœur Clémentine nous disait toujours, disait, face à la compétence, on a que faire du genre et l'intellect n'a pas de sexe. Je suis allée à la Absolument. faculté de droit, il y avait des femmes brillantes et à ce moment-là, même nos collègues garçons, on s'en foutait de qui est fille, qui est garçon. On savait que telle fille, si tu emmènes les droits des obligations, c'est son truc, elle va donner le meilleur d'elle-même. Et j'ai retenu cette phrase de la sœur Clémentine qui nous disait toujours que l'intellect n'a pas de sexe. Tout à fait, tout à fait. Père Jean-Pierre? Est-ce que je ne sais pas si tu n'avais pas de questions, Patricia. Tu les as déjà posées? Oui, Ah, mais oui. plutôt pas très ce soir, vous êtes bien timide. Ah, non, ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Alors, je pense qu'avant de poser ma question, voyons un peu du côté des téléspectateurs pour qu'ils ne puissent pas nous fuir. Il y a notre ami Moïse Sakala hein, qui est au Canada. Comment pensez-vous redonner confiance à cette jeunesse exposée à la manipulation des aînés, qui la réduisent au clientélisme et à des simples applaudissements? Voilà, une question, et puis elle vient encore une autre chose. Alors, comment pensez-vous redonner confiance à cette jeunesse Confiance. Ouais. La première des choses pour ne pas se retrouver dans les rangs de ceux qui applaudissent aveuglement ou le clientélisme, comme il a dit, c'est ce que j'ai appliqué moi-même. C'est que on veut parler du pays, on aime notre pays, on veut défendre les causes justes, mais il ne faut pas oublier que il faudrait, pour arriver à garder son indépendance d'esprit, il faut être capable, ça, on ne le dit pas souvent, mais il faut être d'abord capable soi-même à gagner son pain. Parce que très souvent, tout ce que l'on voit aujourd'hui, tout ce que l'on considère comme applaudisseurs, acclameurs, tous ont un point commun. Ils sont à la recherche du gain et que lorsque quelqu'un recherche de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, parfois l'être humain peut faire l'impensable, peut faire l'imaginable. S'il faudrait vraiment lécher, et parfois ce n'est que pour des miettes. Parfois on se rend compte que c'est des miettes, mais on peut le dire comme ça. Mais moi je retiens que d'abord cette jeunesse doit d'abord commencer par se prendre en charge. Et se prendre en charge, c'est en travaillant, c'est en développant des activités qui te permettent non seulement de gagner un pain, mais au travers de ces activités-là, ça permet maintenant aussi d'avoir son indépendance d'esprit. Du moment où je sais que avec mon travail, je peux avoir un 100 francs, je peux avoir un 200 francs pour m'acheter mon pain. Lorsque quelqu'un voudra me faire m'embarquer dans une démarche et après je vois que cette personne, ce n'est que peut-être pour de se dire non. Et il y aura même le temps de réflexion. Mais lorsque quelqu'un a faim, on l'a dit, même quand nous étions à l'école, un ventre creux n'a point d'oreille. Comment est-ce que tu veux conseiller quelqu'un qui depuis le matin n'a rien mangé? Donc il y a là l'opportunité d'avoir un peu, il va aller tête baissée, tête foncée là-dedans. Et c'est ce qui détruit aujourd'hui notre jeunesse. Quoique, effectivement, il y a la part des responsabilités de l'État, comme l'a dit les aînés, mais ces aînés-là, ces politiques-là, qui aujourd'hui n'implémentent pas une véritable politique pour la jeunesse au sein de l'entrepreneuriat, au sein des entreprises. Et ce manque d'encadrement, finalement, bénéficie aujourd'hui
tourne au profit des acteurs politiques qui, finalement, sachant que ces jeunes-là n'ont pas de travail, sont affamés, sont à la merci et On les exploite. on les exploite effectivement. OK. Alors, voilà, ça, ce n'est pas une question, c'est juste une affirmation. J'espère que les jeunes de Massina, de Mokali et d'autres coins reculés de Kinshasa trouveront en vous une source d'inspiration. Ça, c'est le vœu de notre ami Moïse Sakala depuis le Canada. Alors, maître, j'ai encore une autre question concernant toujours votre personne. Avocate, vous êtes avocate à la fois et leader, disons, leader politique. Est-ce que ces deux identités que vous portez en vous, c'est la même personne, mais vous avez des identités, donc avocate et leader politique. Ces deux identités se renforcent-elles mutuellement ou ça crée parfois des tensions, même en vous-même? Alors, les tensions, non. Quoique, il y a eu une certaine période où j'ai été inquiétée à la suite d'une émission. Je n'aimerais pas en parler ici, mais en moi, non, je pense plutôt que ça se complète. Je vous explique. Aujourd'hui, je vais prendre un sujet d'actualité. Il y a le débat autour de changement, révision de la Constitution. Déjà, en tant que femme politique, je me dois de comprendre la Constitution, je me dois de lire, d'élargir mon champ de compréhension, de développer un argumentaire là-dessus. Mais encore, j'ai encore cet avantage-là, effectivement, d'avoir fait les études de droit, d'avoir étudié, d'avoir eu cet avantage-là de comprendre les textes, de comprendre l'esprit dans lequel les textes ont été promulgués et qu'on sort, vous voyez. Donc, disons que ça se complète. Et même quand j'ai des interventions, très vite, même quoi que je parle politique, il y a toujours quelqu'un qui sortira de quelque part pour me dire, d'ailleurs, une avocate ne peut pas dire ça. Donc, il y a toujours ce rappel, finalement, ça se complète au point où, au final, ça devient très difficile de les dissocier. Quand tu as devant toi un contradicteur, tu lui parles, tu parles des faits, et très vite, je l'ai dit ici, il te dit, quelqu'un écrit en commentaire, mais Oui, des petits soucis de connexion, mais elle revient vite. et on le dit très souvent que ceux qui font les études de droit, après finissent toujours politique. Donc, il y a cet avantage-là de faire ce mariage entre les deux, et c'est un mariage qui est souvent bien réussi. Oui, alors j'enchaîne un peu, mais en posant la question en une autre forme. La tension, c'est évidemment c'est en vous-même, entre le fait d'être avocate et aussi d'être leader politique. Mais un autre aspect vous concernant, c'est de dire, par exemple, est-ce que c'est facile pour une avocate qui est aussi politique, par exemple, d'avoir des clients qui sont des notre tendance politique. Et ça joue aussi un peu ça dans votre métier, de dire, voilà, quelqu'un qui est, par exemple, dans le parti au pouvoir, peut vous éviter et pour ne pas vous prendre comme son avocate dans une affaire. La personne s'est dit, mais celle-là est dans l'opposition. Oui, sur ce coup, oui. Il y a cette influence aussi, mais comme j'ai toujours ceux qui ont la chance de me rencontrer en tant qu'avocate, je reste vraiment dans ma casquette. Dans les métiers. Voilà, c'est vraiment je suis pleinement dans le métier, c'est vraiment, c'est la procédure, c'est ce qu'il faut sur ce dossier travailler. Mais après, effectivement, il y a des préjugés comme ça qui font que, oui, et je crois même avant de finalement décider de créer mon propre cabinet, j'ai eu ce problème du fait que j'avais un de mes patrons de cabinet avait une certaine tendance, et certes, il ne m'a pas beaucoup posé de problème, mais c'était un peu devenu un peu comme un tribunal où à chaque fois que j'avais une intervention, où j'avais une telle prise de position,
il essayait soit de me convaincre ou de, voilà, il y a un peu ce challenge, mais au niveau de clients, je ne pense pas. Ceux avec qui je travaille, les sociétés pour qui que je représente, quand je travaille, vraiment, c'est l'avocate dans son champ de travail, c'est dans son champ de vision. Et jusqu'ici, je prie que cela ne m'arrive pas, mais certainement ceux qui me voient de loin, peut-être à cause de ça, peuvent penser de cette manière-là. Mais personnellement, quand j'ai affaire à un dossier, je Ok. ne parle jamais de politique. Voilà. Ok, merci beaucoup. Patricia. C'est intéressant. Surtout parce que dans le paysage politique congolais, c'est très catégorisé et je pense que parfois même aussi les gens ont du travail ou des opportunités en fonction de qui est au pouvoir ou quelle tendance politique est au pouvoir. Donc ça, c'est que vous ayez eu la chance de ne pas être tombé sur ce genre de choses, c'est vraiment c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, moi, je vais peut-être vous demander comment, en tant que personne, en tant que femme politique et porte-parole d'une grande plateforme de concertation, en tout cas, de politique et aussi de société civile, comment vous redonnez confiance à une jeunesse qui se sent un peu trahie par toutes les générations politiques du passé, avec tout ce qui se passe en ce moment? Euh, Qu'est-ce qui vous donne cette force, en fait, surtout de continuer? Parce que vous êtes aussi jeune, hein? Euh, Qu'est-ce qui vous donne cette force? Déjà, comme je l'ai toujours dit, tout tourne autour de l'ambition que l'on porte. Je l'ai dit tantôt, Madame Patricia, je suis jeune, je suis née dans ce système et où ce pays ne m'a pratiquement pas, m'a pas offert des bourses, ne m'a pas offert la chance de réussir, surtout lorsque l'on ne porte pas un nom qui accompagne, un nom qui peut ouvrir les portes. Donc, je suis fille de fonctionnaire de l'État. J'ai vraiment un tableau assez sombre de ce qui se passe dans ce pays. Et en tant que jeune, comment est-ce que je peux redonner l'espoir ou la volonté de s'engager ici? C'est d'abord, c'est l'ambition. La deuxième de chose, c'est on est jeune. Moi, j'ai à peine 30 ans. Donc, si moi qui suis jeune, finalement, je décide de rester en train de me lamenter et en espérant que les aînés décident de bonne foi de me donner une chaise, de m'offrir une place, alors là, ça veut dire que je vais attendre longtemps. Alors, pour ne pas attendre aussi longtemps alors que rien ne va, alors que les choses ne marchent pas pour nous qui sommes jeunes, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les perspectives de réussir pour les jeunes, c'est très compliqué ou quasi inexistant. Donc, il faut absolument que nous ayons le courage, un peu comme Lumumba, de se dire, je suis jeune, cette jeunesse, c'est ma force, et c'est ce que les autres ont compris aussi. Les aînés l'ont compris et ont décidé pourquoi pas, ne pas s'engager ici, prendre les devants, prendre, comme on le dit, prendre les taureaux par les cornes et essayer maintenant ici d'avoir une vision de marché pour faire changer les choses et faire bouger les choses. Donc ça, c'est la première des choses. Parce que tant que nous allons rester en train de nous plaindre, en train de se lamenter, sans poser des actions véritables qui accompagnent notre volonté de voir les choses être changées, on risquerait vraiment, simplement, comme il y a le camarade qui a parlé des applaudisseurs et des acclameurs, on risquerait finalement de devenir que ceux qui ne sont que dans les rondes de pleurnicheurs. Et ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer, malheureusement. Tout à fait. Ok. Maître Dalia,
Euh, L'opposition, hein, puisque vous êtes là, je vous pose la question pas comme avocate, mais comme politique. L'opposition est jugée par beaucoup d'observateurs comme divisée et peu crédible pour le moment. Euh, que répondez-vous, par exemple, à ceux qui doutent que l'opposition puisse incarner une véritable alternative en République démocratique du Congo aujourd'hui? Alors, ceux qui doutent, je dirais très clairement, c'est un peu ceux qui ont été habitués de voir une opposition manipulatrice. C'est ce que nous avons vu. Et aujourd'hui, lorsque l'on veut faire croire que l'opposition n'est pas une alternative face à tout ce qui se présente aujourd'hui, c'est une très mauvaise lecture. Il est vrai que l'opposition, comme on le dit, l'opposition congolaise, elle est plurielle, elle a plusieurs tendances, mais n'oublions pas aujourd'hui aussi que le pouvoir en place, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est aussi la conséquence et la résultante même du combat mené par l'opposition. Quoique aujourd'hui, le paysage n'est pas très n'est pas très élégant au regard de ce que l'on voit ou au regard aussi des attentes, mais aujourd'hui, l'opposition comprend elle a certes peut-être, je serais d'accord avec les uns, il y a eu certainement des failles du fait qu'il y a plusieurs tendances de l'opposition, mais ici, l'essentiel est qu'il faudrait savoir que l'opposition, déjà, c'est garanti, c'est quelque chose qui est garanti par nos textes de loi, mais aussi l'alternative ici, c'est que de plus en plus, l'on remarque aujourd'hui qu'on a ce vent-là, cette volonté de voir les choses changer, et d'où on a la stop, le pays ne va pas bien, on est tous congolais, et même la Constitution promet ici que les richesses du pays doivent être partagées de manière équitable. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Donc, nous avons juste l'impression qu'il y a juste un groupe de personnes qui, eux, vivent au détriment des autres. Et aujourd'hui, dire que l'opposition n'est pas une alternative, ce serait mentir, parce qu'aujourd'hui, notre pays a besoin d'avoir cette opposition-là, parce que l'opposition est un peu comme le gardien qui doit s'assurer qu'il n'y ait pas certains dérapages avec ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Merci. Alors, une autre question, hein, toujours à propos de l'opposition. Comment... il y a un petit souci là. Notre invité s'est déplacé ou quoi? Je ne la vois plus. Non, j'avais besoin de retrouver mon chargeur. Ah oui, c'est là, vous êtes en direct, alors on a vu que Désolée, j'avais besoin de retrouver mon chargeur. Ok, pas de souci maintenant. Ouais. Laisse-lui quelques minutes, quelques secondes qu'elle mette son chargeur. C'est bon. Oui, c'est bon déjà? Ok. Voilà, ok. Voilà, le courant est revenu, alors j'avais besoin de mon chargeur pour... voilà. Ok, allez. Pour qu'il n'y ait pas d'interruption. Mais sinon, ça va? Ouais, ça va J'ai maintenant. un peu l'impression que ça va. Alors, je laisse la parole à Patricia. Merci. Alors, pour continuer sur ce que vous disiez par rapport à l'opposition, on voit vraiment les droits humains en ce moment au Congo sont quotidiennement bafoués, en RDC en tout cas en général. Ce n'est pas qu'à Kinshasa, mais c'est vraiment sur toute l'étendue du pays. Il y a des scènes qui font un peu peur. Et puis tout à l'heure aussi, j'ai rappelé, vous l'avez dit aussi, que vous êtes quand même maintenant cadre d'un rassemblement politique et de société civile. Et certains des autres cadres de ce rassemblement, notamment le président Seth Kikouni et le président Claudel Lubaya, sont en exil. Euh, je me demandais vraiment, en tant que femme politique, est-ce que vous avez déjà eu à choisir
entre votre sécurité et, et votre engagement politique, surtout en ce moment maintenant où on est vraiment dans une période de tension, que pour un oui ou pour un non, on peut vous tomber dessus comme ça. Malheureusement, Madame Patricia, c'est une réalité. Vous l'avez dit, aujourd'hui, on a le président Claudel, le président Seth Kikuni, qui se retrouvent obligés d'être en exil, loin de leur pays. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Aujourd'hui, même pour une fois, je peux le dire, même peut-être le fait d'être femme ne m'exempte pas d'un traitement quelconque de la part de ceux qui n'apprécient pas que l'on ne le tolère pas ou que l'on ne digère pas la manière dont les choses sont conduites aujourd'hui. Personnellement, il m'arrive, au travers des prises de position, de ce que je dis, de recevoir aussi des interpellations. Et il y a quelque chose que j'essayais de dire par rapport au barreau dont je me suis rétractée tout juste après. Ça a un lien direct. Ça veut dire que aujourd'hui, tout est mis en place pour museler, faire taire ceux qui parlent, les voix de ceux qu'ils appellent, ceux qui dérangent. Et c'est le climat dans lequel on vit. Et ça, c'est ma pensée va tout droit à notre cher camarade Nathanaël qui, voilà, donc on est aujourd'hui dans une situation où même moi, je me rappelle lorsque cette vague d'arrestation a commencé, ma mère qui m'a appelée pour me dire, écoute, moi, je suis diabétique, je n'ai pas la force de commencer à aller sillonner toutes les chaînes de télévision pour implorer pour implorer ta libération. Donc, madame, tu as intérêt à te tenir. Donc, c'est pour dire qu'on est maintenant dans une situation où moi, je peux faire la dure, je peux me dire, voilà, mais à un moment donné, ça affecte notre entourage, ça affecte. On a vu les parents de la famille de Nathanaël passer sur la télé, la femme de Camizielo. Donc, vous voyez que finalement, je peux créer en moi-même une barrière pour me dire que ça ne m'atteigne pas. Voilà, je reste droit dans mes bottes. Mais à un moment donné, puisqu'on est issu des familles, on a ces interpellations, on a des amis, on a ces personnes qui viennent autour de lui, mais attention, fais gaffe. Et c'est malheureux parce que nous sommes dans une démocratie. L'on ne devrait pas avoir peur d'avoir émis une opinion tout en restant dans un cadre correct, tout en respectant les lois. Et c'est malheureux aujourd'hui de voir qu'on a des Congolais, vous avez dit, ce n'est pas qu'à Kinshasa, c'est sur l'ensemble du pays qui aujourd'hui sont privés de leur liberté ou leurs droits fondamentaux sont bafoués tout simplement parce qu'ils ont émis un avis, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec tel ou tel. Et aujourd'hui, c'est cette triste réalité. Et on se rend compte finalement que ceux qui ont longtemps prôné l'état de droit, le socialisme et consorts, c'est très bien de prôner, mais en termes d'application, il faudrait dire, s'il faudrait donner une note, on est autour de 2 sur 10, malheureusement. Exact. Dernièrement, je vous ai vu sur les réseaux sociaux, mais aussi, je pense que, oui, c'était sur les réseaux sociaux, vous aviez participé à une sorte de conférence de presse tenue par plusieurs autres membres de l'opposition et puis certaines personnes de la société civile. Je crois avoir reconnu aussi Gloria qui était là. C'était quoi? Alors, c'était les FLAR, c'était un front qui a pour objectif ici de lutter contre les arrestations arbitraires qui se sont multipliées de manière vraiment à instaurer ici un climat de peur. Alors, puisque l'on reproche ici à l'opposition de ne pas créer un bloc autour d'une cause, autour des questions d'actualité, des questions de l'heure, nous avions décidé effectivement, au-delà de ceux qui sont politiques comme moi, la société civile, les journalistes, parce que il était temps que nous nous regroupons
afin de dénoncer, d'étudier les différents cas qui arrivent et voir aussi dans quelle mesure accompagner ces personnes qui se retrouvent victimes de ce système qui a simplement décidé de museler les voix de l'opposition. Voilà. Avant, juste pour compléter, avant de donner la parole à Père Jean-Pierre, Maître Dalia, est-ce que vous pensez aujourd'hui, vraiment de manière très honnête, qu'il est encore possible de soulever, d'avoir une sorte de soulèvement à Kinshasa? La population peut encore, parce que moi, j'ai pas ce sentiment. Peut-être que vous êtes sur place, vous avez un autre regard. Alors, est-ce que la population est prête à se soulever? Madame Patricia, à dire vrai, aujourd'hui, la souffrance, la situation dégradante du quotidien des Congolais fera l'objet d'un soulèvement sans qu'il y ait forcément une figure politique qui va peut-être s'attirer tous les mérites. Non, aujourd'hui, la situation est vous apprenez au travers des réseaux sociaux qu'il y a des retards des paiements des mois et des mois des fonctionnaires. Mon père est fonctionnaire, donc je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, l'insécurité, nous avons perdu il n'y a pas très longtemps une petite fille, une innocente qui aujourd'hui a été arrachée à l'amour de ses parents tout simplement parce que l'État a failli dans ses prérogatives de nous protéger, de protéger la population. Donc, aujourd'hui, nous sommes en face d'une population qui se sent de plus en plus abandonnée, délaissée, et c'est cette colère finalement qui va être déclenchée et nous craignons, parce que nous connaissons on a peut-être l'impression qu'ils sont laxistes et tout, mais il faudrait aussi comprendre que c'est une population qui a commencé aussi à mûrir un tout petit peu, dans ce sens qu'elle a compris que souvent les acteurs politiques, je ne veux pas me retirer, souvent les acteurs politiques que nous sommes, avons tendance aussi à beaucoup trop les manipuler. Donc, on est là en face d'un peuple qui commence à comprendre un peu, il commence à avoir ce vent d'éveil, mais la souffrance, l'incompétence de ceux qui sont aujourd'hui en place, qui sont aujourd'hui au pouvoir, vont faire que cette même population, à un moment donné, ne pourra plus supporter. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. J'ai commencé avec vous l'émission, je n'avais pas d'électricité. Mon groupe électrogène a décidé de faire des chichis. Et là, c'est à peine que c'est revenu. Donc, vous voyez, donc nous sommes pour un courant qui est parti depuis le matin. Donc, vous voyez que la situation économiquement, elle est catastrophique. La sécurité, c'est catastrophique. Nous avions tous, en tant que Congolais, nous connaissions aujourd'hui que les mamans pouvaient se réveiller à 5h, 4h, aller chercher du pain. Mais aujourd'hui, c'est carrément impossible. Regarde ce qui se passe. Et ça, on se retrouve, on a maintenant un peuple qui est délaissé. Et cette colère, ce genre de colère, moi, je crains qui ne sera peut-être, ça ne sera pas instrumenté par n'importe quelle politique. Ça sera vraiment ici un ras-le-bol de cette population qui subit déjà beaucoup de choses 7 ans après. D'accord, merci beaucoup. Alors, mettre une question sérieuse. Moi, j'ai un regard un peu du continent africain et du monde, à partir de l'extérieur du pays, vu mon travail aussi. On a vu dans beaucoup de pays, les opposants, pas seulement en République démocratique du Congo, les opposants bien parler, bien défendre la cause de la population, dire voilà, quand on sera au pouvoir, on va tout changer, tout sera. L'expérience a fait que beaucoup de gens qui parlaient en dehors du pouvoir, quand ils arrivent au pouvoir, et c'est tout autre chose. Il y a beaucoup d'exemples, ce n'est pas nécessaire de les citer. Alors, une question à vous. Si vous pouviez agir de demain, comme membre, par exemple, du gouvernement ou d'un gouvernement, quelles seraient vos 3 priorités? Seulement 3, pas beaucoup. Seulement 3 pour changer la donne. Je crois que pour cette question-là, Padre,
il y a, je vais évoquer ici le droit de la réserve, tout simplement parce qu'effectivement, il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a ce que nous voyons au loin et la réalité aussi au regard de chiffres, au regard de ce qui se passe. Mais si ça ne dépendait que de moi, s'il faudrait travailler sur 3 axes prioritaires par rapport et ce qui peut permettre aujourd'hui d'aider les pays à aller de l'avant. La première de choses, je dirais ici, hein, ça serait l'électricité, d'abord, parce que aujourd'hui, à l'heure du numérique, il est impossible de parler développement sans parler d'électricité. S'il faudrait parler industrie, même de l'artisanat, on a besoin ici de comprendre que ce secteur-là mérite une attention particulière. Ça c'est la première de choses. La deuxième de choses, si j'ai l'opportunité vraiment d'implémenter des actions dans ce sens-là, la deuxième de choses ici, c'est d'avoir un regard important sur la jeunesse. Ici, je parle vraiment de la jeunesse de manière globale. Cette jeunesse, il faudrait travailler sur cette jeunesse, travailler sur ce que regardent nos jeunes aujourd'hui, même au travers des réseaux sociaux. Et je prendrai l'exemple, par exemple, de la Chine. On a beau critiquer, mais restons un peu, ayant un regard assez positif sur qu'aujourd'hui, un pays qui se veut, qui toute sa puissance, même au niveau de la géopolitique, c'est doit aujourd'hui d'avoir une jeunesse qui est instruite, une jeunesse qui est préparée au lendemain. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous, on a en RDC. C'est très difficile. Et la troisième de choses, je dirais ça certainement, il y a des téléspectateurs qui diront certainement parce qu'elle est avocate, je dirais ici, c'est l'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire, effectivement, on le dit, on le chante au quotidien que la justice élève une nation. Donc, on ne peut pas avoir une nation qui se veut prospère, mais cette même nation tolère et accepte en son sein l'impunité. Et ne sanctionne pas l'impunité, ne sanctionne pas ceux qui tombent dans la corruption et le corrupteur ne sanctionne pas ceux qui détournent. Et ça, malheureusement, quand on n'arrive pas à implémenter des actions vraiment une politique cohérente sur les 3 champs que j'ai cités, c'est très difficile de voir un pays émerger. On a beau avoir des avocats brillants et tout ce que vous voulez, mais si l'appareil judiciaire est là pour torpiller les pauvres, est là pour piétiner ceux qui n'ont pas de grands noms ou ceux qui n'ont personne pour accompagner leur dossier au détriment de ceux qui peuvent appeler et consorts, je peux vous garantir que ce pays-là ne pourra malheureusement aller plus loin. Parce que regardons aujourd'hui les grandes nations que nous envions. C'est vrai que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais simplement, ces grandes nations ont compris aujourd'hui qu'il faudrait que notre appareil judiciaire puisse accompagner ici la vision que les hommes politiques peuvent avoir pour le pays. Si l'on ne sanctionne pas ceux qui peuvent puiser comme bon leur semble dans les caisses de l'État, comment voulez-vous que le pays puisse être développé? Comment voulez-vous que les choses puissent changer si l'on décide de construire des écoles et que quelqu'un à lui seul décide de prendre plus de 70% de cette somme pour construire les écoles? Et alors que les écoles, c'est ces lieux-là qui va préparer la relève de demain, parce qu'on a besoin que ceux qui viendront demain pour développer les pays puissent être instruits. Et là, malheureusement, qu'est-ce que l'on crée? L'on crée ici un mécanisme où les plus riches, les plus forts vont
rendre leurs enfants demain encore plus forts et les plus pauvres ne seront que plus pauvres et malheureusement, il n'y aura pas une classe moyenne puisqu'il y aura les plus riches et voilà, et les plus pauvres délaissés à eux-mêmes. Et Elle est ça, plus pauvre. malheureusement, ce n'est pas juste, effectivement. Okay. Merci, merci, maître. Et Patricia? On n'entend pas Patricia, il y a quelque chose. Le micro, regardez un peu votre micro là. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Alors, il y a un petit souci de micro chez Patricia. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, maintenant c'est bon. Oui, Maître Dalia. Alors, tout à l'heure, Père Jean-Pierre vous a demandé de donner une sorte de conseil pour les jeunes, mais vous-même, vous êtes déjà jeune, vous êtes encore vraiment la force de la jeunesse. Et moi, j'aimerais plutôt savoir qu'est-ce que votre génération apporte d'essentiel comme renouveau à la politique congolaise aujourd'hui. Vous êtes femme politique, vous êtes aussi avocate, mais qu'est-ce que vous apportez de nouveau à la politique congolaise que nous critiquons tous aujourd'hui, hein? Ce serait bien de parler un petit peu de ce que vous apportez de nouveau. Alors, je n'oserais pas parler pour le compte de la génération tout entière, mais ce que je peux dire, qu'est-ce que moi j'ai décidé d'apporter, ou qu'est-ce que moi j'ai décidé d'apporter personnellement, j'ai simplement décidé ici de braver la peur du fait que je suis jeune, du fait que je suis une femme et que les choses qui se présentent devant de moi, ce ne sera pas évident pour moi de me faire une place et d'implémenter certes ma propre vision. Alors, s'il faudrait parler de la jeunesse dans son ensemble, je dirais que très souvent, je ne suis pas très à l'aise de me présenter sous cette casquette de jeune. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme d'amalgame qui s'installe où l'on pense que la jeunesse, le fait de dire, voilà, nous sommes la nouvelle génération, nous sommes les jeunes, c'est comme un mot de passe. Que voilà, nous, on est jeunes et on va déloger les aînés qui sont là. Non. C'est vraiment dans ma compréhension des choses, je dis non. La jeunesse sans compétence ne vaut rien. Ne vaut rien. On a beau se dire, voilà, je suis jeune et je peux apporter ce vent, mais la jeunesse a besoin de se faire accompagner, d'avoir aujourd'hui de l'expérience, de comprendre les enjeux et d'apprendre surtout, et avoir l'humilité d'apprendre. Parce que c'est vrai que la jeunesse, c'est la vigueur, c'est la force, cette énergie nouvelle, mais si cette énergie n'est pas canalisée correctement, nous allons nous retrouver finalement à reproduire les mêmes erreurs que nous reprochons aux aînés. Et malheureusement, je peux me permettre de le dire, c'est le constat que nous avons. Aujourd'hui, on a l'impression que ceux de ma génération ne vient qu'emboîter, refaire, tout en prétendant refuter tout ce que a été les aînés, tout ce que, voilà, tout en disant, voilà, nous sommes de la nouvelle génération. Mais très vite, l'on comprend que nous sommes en train ici de baigner dans ce même système au lieu de s'armer de cette volonté de faire une rupture avec ce système qui ne nous a pas favorisés, qui ne nous a pas donné les places. Mais malheureusement, cette jeunesse qui ne veut essentiellement que s'appuyer sur le fait que voilà, je suis jeune, on est jeune, nous sommes la nouvelle génération, mais on a besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre le rouage du système, de maîtriser, de se donner les moyens. Aujourd'hui, grâce même aux réseaux sociaux, même grâce à Internet, on a la possibilité même de se former. Mais malheureusement, si l'on ne comprend pas que les enjeux qui nous attendent, si demain nous aspirons à diriger ce pays, la jeunesse ici n'est pas égale à une compétence. Parce que si l'on veut bien, voilà, on veut les jeunes de moins de 30 ans, Madame Patricia, je vais me présenter, mais est-ce que sur les questions
d'économie, est-ce que je m'y connais? C'est ça, c'est ça aussi le problème. C'est à ce moment-là que nous aussi, en tant que jeunes, nous devons finalement faire une remise en question, de se dire, est-ce que la jeunesse, c'est vraiment ce mot de passe, se passe partout? Malheureusement, non. Et aujourd'hui, on se rend compte que ma génération, nous avons tendance aujourd'hui à replonger dans ce que nous étions tous en train de reprocher aux aînés. Tout à fait, ouais. Vous avez évoqué 2 points très importants, la formation et aussi surtout l'apprentissage, la patience, et avoir la volonté d'apprendre des autres aussi, c'est important. Merci beaucoup, maître Dalia. Quelle est, juste une petite question comme ça, est-ce que vous avez une femme qui vous inspire, euh, que ce soit en politique ou pas, mais vraiment quelqu'un qui vous inspire, mais une femme, ce serait mieux. Dans votre engagement politique, dans votre engagement en droit. Oui, en droit, j'ai eu la chance de me faire encadrer par elle en troisième année graduat. C'est la professeure Thérèse, Marie-Thérèse Ngoma, donc Kenge, qui est professeure, et elle a aussi été la première femme doyenne de la faculté de droit à l'UNIKIN. Donc, vraiment, la voir, et c'était vraiment un honneur quand elle avait accepté de m'accompagner en troisième graduat pour mon travail de fin de cycle des graduats. Donc, et même aussi quand je suis allée en licence finalement, quand je suis une fois arrivée en licence, elle était parmi les membres de mon jury. Donc, pour le côté droit, c'est elle est avocate et elle est professeure aussi d'université. C'est la première femme doyenne de la faculté de droit. Et pour la femme politique, disons que les générations assez présentes là, je dirais plutôt Madame Françoise. Je l'ai peut-être connue beaucoup plus tard. Oui, si vous pouvez reprendre, parce que vous avez eu problème de Mhm. connexion. On n'a pas entendu. On a la deuxième Pour la dame. femme politique, oui, Oui. pour la femme politique, je parlais de Madame Francine Mouyumba. Ok. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour elle, pour son courage, voilà, à l'époque déjà, elle était la présidente pour le compte de la jeunesse de l'Union africaine. Donc, voilà, c'est ces femmes-là qui m'ont inspirée de par leur manière de faire, de par leur manière de s'engager et d'affronter aussi ces mondes masculins, faire face au patriarcat, faire face, voilà. Et ça a toujours été quelque chose que je garde de vraiment positif d'elles. C'est que quand je les regarde, je me dis, OK, ces femmes ont été capables de tenir tête, de voir Ouais, il y leur a des... place et voilà. Okay. Merci, merci. À vous, Père Jean-Pierre. Voilà, merci. Je crois que petit à petit, nous essayons maintenant de chercher à nous séparer. Hein. Aujourd'hui, au moins, ça a tenu par rapport à la fois Ça bègue passée. un peu, mais ça va. Ça bègue, mais pas comme l'autre fois. C'est Oui, quand même bien pour ça. Et on espère, voilà. ça bègue, oui. Vraiment bien, merci pour l'effort que vous avez fourni pour avoir suffisamment de, disons, de prévention afin que les choses se passent un peu bien cette fois-ci. Alors, avant de passer à notre rituel de miroir, que peut-être vous êtes habitués si vous avez suivi nos émissions, on voudrait faire un petit coucou quand même. Hein. De temps en temps, on souhaite des anniversaires aux gens. C'était une surprise. Et aujourd'hui, on pense à celle-là, qui est aux États-Unis. C'est la princesse Tété Thérèse qui fête son anniversaire. C'est 20 mars. Hein. On lui souhaite quand même un bon anniversaire, n'est-ce pas, Patricia? Oui, oui, joyeux anniversaire, princesse Tété.
Voilà, Thérèse. voilà, on lui souhaite bon anniversaire là où elle est Joyeux anniversaire. aux États-Unis, à Baltimore précisément, que le Seigneur puisse. Joyeux anniversaire à elle. Et voilà. Et aussi, on souhaite aussi un bon anniversaire. Ça, c'est Yves Oh, qui nous envoie un petit message. Hein. C'était hier l'anniversaire de Laetitia. C'est la sœur des membres de l'équipe du dialogue avec. Donc, joyeux anniversaire à Laetitia. Laetitia, joyeux Euh, non, anniversaire. non, 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 ce n'est pas sa sœur. Voilà, vraiment, c'est une de Real Madrid. De Real Madrid hein. C'est la femme, en fait, de Yves Kacha. On lui souhaite vraiment. Ah! C'était hier. Voilà, C'est vraiment, on manque malheureusement la photo, Avant-hier. sinon on a aussi montré la femme de notre collègue de dialogue avec, donc Laetitia. Donc, Letty, joyeux anniversaire à elle, d'autant plus que elle est fanatique de Real Madrid, ça c'est encore redoublement. Donc, joyeux anniversaire à la princesse Tété, disons, Mokili depuis donc Baltimore aux États-Unis. Alors, nous allons passer maintenant, maître Dalia, au miroir. C'est l'exercice habituel ici, dialogue avec. On va vous laisser le temps de monologue. Hein. Donc, c'est maître Dalia contre maître Dalia devant le miroir. Vous êtes habitué au miroir. Donc, pour trois choses habituellement, donc ça sera d'abord maître Dalia qui va parler à maître Dalia, donc comme à la troisième personne, de qualité, ça c'est en premier lieu. En deuxième lieu, ce sont les défauts de maître Dalia à maître Dalia. Et puis alors, les conseils que maître Dalia peut donner à maître Dalia. Donc, c'est un monologue et puis il n'y aura pas de questions sur ça. Et nous, d'ailleurs, on ne va pas suivre, même nos téléspectateurs ne vont pas suivre. Donc, il ne faut pas avoir peur. Donc, c'est vous parler à vous-même de qualité, de défauts et les conseils que vous vous donnez à vous-même. Voilà. Et quand vous finissez, Patricia va vous reprendre la parole pour vous donner probablement le mot de la fin. Comme ça, vous pouvez vider tout ce qui est dans votre cœur et dans votre tête. Alors, monologue, nous ne sommes pas là et les téléspectateurs ne sont pas là. C'est Maître Dalia contre lui-même. On vous écoute. Alors, qu'est-ce que je dirais à Dalia? Alors, Dalia, les qualités. Dalia, c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de aimante, c'est un peu la dada, c'est quelqu'un qui se donne à 100% dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle entreprend, elle y va à fond comme si sa vie en dépendait. Et Dalia, c'est quelqu'un qui rit beaucoup, qui sourit beaucoup. Et qu'est-ce que je peux dire à Dalia comme défaut hein? Comme défaut, c'est ne pas être capable par moment d'être patiente, l'impatience. Comme défaut, c'est aussi un peu la colère. Lent à la colère, mais quand elle est en colère, alors là, c'est parti pour très longtemps. Un peu rancunière aussi sur le côté. Quoi encore comme défaut comme défaut, je ne dirais pas que ça c'est un défaut. Je suis très compétitive. Quand il le faut, ça peut tomber dans le bon ou dans le mauvais sens, mais je suis vraiment très bagarreuse en moi-même. Dalia, comme conseil, ce que je peux dire, c'est que tu as un long chemin qui ne sera certainement pas facile, qui ne sera pas rose, hein, mais c'est un chemin où tu dois te doter de beaucoup de patience. Tu dois continuer à être la maman de tout le monde, savoir supporter
supporter parce que tu es leader, tu es appelé à gérer une multitude de personnes et pour ça, il te faut avoir un cœur à supporter et à harmoniser les choses. Mais également aussi comme conseil, continue, continue de te battre. Aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que tu as su te battre. Tu n'as pas eu un mentor, tu n'as pas eu un grand nom, ni personne ne connaît ton père, personne ne connaît ta mère. Mais aujourd'hui, si ils peuvent recevoir des salutations et du respect, c'est par rapport à ce que tu es, à l'engagement que tu portes, à la détermination, à cette envie de réussir, à cette envie de voir aussi le Congo changer. Parce que ce pays, c'est tout ce que tu as. Il t'a vu naître. C'est sur ce sol que j'ai fait mes premiers pas. Alors, tu as besoin de te donner encore beaucoup de courage parce que le chemin, il est long. Il ne sera certes pas facile. Il y aura beaucoup de choses sur lesquelles tu ne t'attends pas. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, tu viens d'avoir 30 ans, tu as franchi un pas considérable. Et tu peux être fier de toi et de te regarder et de dire effectivement, tu es, tu es une brave femme, tu es courageuse, tu es une militante dans l'âme et tu, par-dessus tout, tu aimes ce que tu fais, tu aimes ton travail, mais surtout, tu aimes le Congo. Voilà. C'est bon, j'ai fini. Voilà. Ok, on n'était pas là et nous n'avons pas suivi. Patricia, je crois que toi aussi tu n'as pas suivi, les téléspectateurs n'ont pas suivi, moi non plus. Alors, Ah, mais c'était bien de faire ça. C'est bien de voilà, faire ça. seul. Ok, On n'a pas merci toujours beaucoup. l'occasion de se parler, de mettre en avant les mérites et de s'auto-encourager. Et C'est bien. voilà, tant mieux alors, tant mieux. Alors, Patricia. Merci beaucoup, c'était très édifiant. Alors, l'émission touche à sa fin et je pense qu'on a passé un très très bon moment avec vous, Maître Dalia. Avant de clôturer, on va vous donner vraiment l'opportunité d'émettre votre message final à nos auditeurs et surtout n'hésitez pas à vous ouvrir puisque c'est l'occasion d'avoir une minute ou deux pour pouvoir parler de ce qui vous tient à cœur et peut-être le message, un message politique ou un message vraiment juste de cœur que vous avez à passer aux auditeurs. Merci. Oui, oui, surtout, surtout à la jeunesse hein, et puis aux Oui, femmes, puisque nous sommes au mois de la femme. Voilà. oui, Oui. c'est encore le mois de la femme, effectivement. Effectivement. Alors, si je voudrais dire quelque chose pour clôturer l'échange de ce soir, je commence par vous remercier de m'avoir donné l'opportunité d'avoir cet échange. De Mon message, récupérer, hein, de récupérer aussi. exactement, de récupérer aussi. Voilà. Alors, mon message, premièrement, va s'adresser à la jeune fille qui est quelque part, qui hésite encore, qui ne se sent pas capable, dont la société autour d'elle ne l'encourage pas ou ne le soutient pas, ne la soutient pas, pardon. C'est de lui dire ici que avant d'attendre le soutien forcément des autres, parce que ce n'est pas évident de croire que l'on aura ce soutien. Il faudrait d'abord que intérieurement, qu'elle comprenne qu'elle a du potentiel, qu'elle arrive à croire en elle-même et surtout à oser. Ce ne sera pas facile. Il y a une jeune fille qui me dira, mais maître, ce n'est pas facile, tout le monde n'a pas votre courage, mais ce courage qu'elle peut croire que j'ai aujourd'hui, je l'ai construit. Ça n'a pas été facile. Il y a deux fois, j'ai été incompris. Il y a deux fois, on ne m'a pas donné la place que je méritais. Mais simplement, j'ai construit ce courage. J'ai reçu deux coups. J'ai failli abandonner. Et ça fait même partie du processus. Il y aura des moments où tu diras que c'est très difficile, je vais abandonner. Mais si nous voulons véritablement avoir des femmes qui méritent leur place, des femmes intelligentes à tous les niveaux, à tous les instances, il faudrait que intérieurement, que l'on comprenne que nous sommes dans une société où cette société ne va pas nous accompagner au moment dont on a besoin.
Donc, on doit apprendre à s'auto-encourager nous-mêmes, à surtout croire en nous, croire que l'on est capable, croire que l'on peut le faire, croire que ça peut se faire. Je m'étais lancé un défi l'année dernière pour dire que je vais affronter les médias. J'ai commencé, au début, j'ai tremblé, mais j'ai envie de dire à cette jeune fille, tu as le droit de trembler, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit de bégayer, mais seulement tu n'as pas le droit d'abandonner. Il y a aussi des gens qui au début tremblaient aussi, qui avaient peur Oui, de... Voilà. je me rappelle de mes 2 premières émissions à la télé, mais c'était catastrophique. Pas parce que je ne savais pas ce que je voulais dire, mais à la télé, c'est les rouages, il faut apprendre, il faut servir. Aujourd'hui, on a la chance d'être de cette génération où on a la facilité d'accéder à l'information, la facilité d'apprendre de choses. Aujourd'hui, on a peut-être TikTok, mais il ne faudrait pas forcément utiliser TikTok pour autre chose. Mais avec TikTok, il y a des personnes qui donnent même des cours de l'éloquence, des cours de comment se tenir, comment faire ceci, comment utiliser Excel, voilà. Donc, à cette jeune femme, et tout doit partir d'abord de l'ambition, parce que les limites, c'est d'abord à l'intérieur de soi-même. Si l'on ne se sent pas capable, l'on ne peut pas arriver à ça, parce que les chemins ne seront pas du tout faciles. Quoi que tu décides de faire, que tu sois coiffeuse, infirmière, quoi que tu décides de faire, la vie en elle-même, et c'est ça même l'éducation qu'aujourd'hui on doit donner aux jeunes femmes, c'est de faire comprendre que rien ne sera facile. Et c'est ce que l'on dit aux jeunes garçons. Voilà, si tu n'étudies pas, si tu ne prends pas au sérieux tes études, qu'est-ce que tu deviendras demain? Et je pense que les parents doivent intérioriser ça, même chez les petites filles, et ça même de manière obligatoire, de le dire, parce qu'aujourd'hui, tu peux compter sur un mari, mais demain, il peut décéder. S'il décède, comment tu fais? Comment tu t'en sors? Parce que ça fait partie de la vie, même la mort fait partie de la vie. Donc, ça, c'est ce message-là à cette jeune fille. En un mot, pour lui dire, écoute, tu as le droit de trembler, tu as le droit de bégayer, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Voilà. Et à la jeunesse, puisque je suis jeune, à cette jeunesse, nous avons la force, nous avons l'énergie. Essayons de canaliser cette énergie de manière positive. Essayons de créer de la richesse. Essayons de vraiment développer nos potentiels et déployer nos efforts du mieux que l'on peut. Certes, le pays en soi ne nous offre peut-être pas les opportunités. Parfois, on pense que lorsqu'on est enfant de fonctionnaires et qu'on n'a personne pour nous recommander quelque part, essayons de nous surpasser et de montrer aujourd'hui que nous voulons avoir un Congo. On le dit chaque jour, que le Congo ne souffre pas de discours politiques. Les discours, il y en a. Il y a ce discours, mais on a un problème ici de vision structurée. Et ça s'adresse aussi à la jeunesse en elle. Nous qui sommes jeunes, quelle est la vision que nous avons? Est-ce que nous avons une vision, certes, d'accompagner simplement? Moi, je dis avoir des mentors, c'est très bien parce qu'on a besoin d'être riche en expérience, de bénéficier de la compétence, de bénéficier des expériences des aînés. Mais est-ce qu'à un moment donné, on se regarde droit dans les yeux, on se dit, qu'est-ce que nous voulons faire pour ce pays? Ce pays nous a vu naître, on a fait nos premiers pas dans ce pays, mais en tant que jeunes, cette jeunesse-là, est-ce que c'est simplement pour faire un peu acclamer les uns et oublier l'essentiel? L'essentiel, c'est quoi? C'est que nous avons besoin d'avoir un Congo où tous les enfants de ce pays, filles et garçons de ce pays, puissent être en paix, en sécurité, puissent jouir de la richesse de ce pays et voir aussi, comme nous le chantons dans notre hymne national, faire de ce pays un grand pays, comme l'a dit Lumumba, redonner à ce pays la grandeur qu'elle mérite. Voilà. Voilà, merci beaucoup, maître. Patricia, je peux te voler 30 secondes? Oui, bien sûr, allez-y. Justement, puisque voilà, on a parlé de l'anniversaire qui était hier de Madame Laetitia, la femme de notre collègue avec Yves. Alors, disons, par courtoisie aussi, nous faisons donc un petit coucou. Hein. On montre Madame Yves Kacha, donc c'est Laetitia. Donc, c'était son anniversaire hier. Donc, bon anniversaire. Bon anniversaire.
donc à Bon elle, et comme ça, anniversaire. voilà, on a récupéré. Bon anniversaire. Donc, Madame Laetitia Kacha, c'est, voilà, on la voit avec notre Yves. Oh! Donc, Les c'est amoureux. un grand plaisir. Donc, Ils sont beaux. voilà, Yves, il faut nous revenir prochainement. Hein, on ne va pas Vraiment. nous Il rater nous comme manque, ça. hein. Voilà. Il nous manque, Yves. Ça fait longtemps qu'on ne l'entend plus, là. Voilà, donc Yves, très prochainement. Hein, donc, bon anniversaire encore à Madame. Alors, Patricia, je te donne la parole maintenant, donc après l'anniversaire à Madame Yves. Alors, Patricia, pour clôturer. Merci. C'est à Ouais. moi. Alors, Maître Dalia, merci vraiment du fond du cœur, hein, pour cette conversation. Pour cette conversation franche, vraiment, vous avez été très lucide et inspirante. Vous nous avez rappelé que le droit et la politique, entre de bonnes mains, peuvent être puissants, peuvent être un puissant outil, hein, un puissant outil de changement pour la jeunesse et surtout pour l'avenir du Congo. Mais surtout, vous avez beaucoup martelé sur la formation, la détermination, la patience dans le travail. On sent que vous êtes une femme qui est vraiment déterminée par le travail et c'est très encourageant. Et merci pour ce Merci temps. beaucoup, Madame Patricia. Merci à vous Merci. À vous qui nous avez écoutés, pour nous le espérons que cet échange a été édifiant. N'hésitez pas à partager cet épisode, laissez vos commentaires et continuez le dialogue avec nous mais aussi avec Maître Dalia en commentaire sur YouTube. Parce que c'est justement pour ça que Dialogue avec existe. C'est pour partager les avis et partager des nouvelles figures et partager ces figures politiques en tout cas qui émergent au Congo. C'est très important. Donc, vous pouvez retrouver donc cette émission sur YouTube, mais aussi en rediffusion demain sur Twitter X, je pense dans les après-midi. Et donc, on se retrouve à très bientôt sur Dialogue avec et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Au Merci, au revoir. revoir. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée.